Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comme Colors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des 6 types de personnalités Comme Colors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée, et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître, pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comecolors.com ou en téléchargeant l'application ComeColors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue Clara, on est ensemble aujourd'hui pour parler du conflit intérieur. On poursuit notre chemin qu'on a démarré ensemble. Donc, comment vas-tu Clara aujourd'hui? Eh ben, ça va très bien aujourd'hui. Contente d'être avec vous. Moi aussi, content d'être avec toi, content d'être avec vous pour vous parler. En fait, on va continuer le chemin qu'on a commencé ensemble. Vous savez on est parti des positions de vie. Ensuite, on a fait une émission sur position de vie et type de personnalité, et en particulier la motivation des types de personnalité. Ensuite, on a vu comment la motivation, enfin plutôt la conformité, les comportements de conformité que nous avons, d'adaptation que nous avons, peut venir en compétition ou en contradiction avec la motivation profonde qui est liée à notre type de personnalité. On a parlé ensuite du conflit intérieur et donc du conflit qu'il peut y avoir justement entre cette conformité à laquelle on se soumet et notre motivation liée à notre type de personnalité. Dans le dernier podcast, on a regardé en quoi il pouvait y avoir un conflit très fort entre les deux. Et nous poursuivons notre chemin, cette fois-ci, avec justement toujours un peu cette logique de conflit intérieur entre notre type de personnalité et tout ce qu'on a développé pour s'adapter à notre environnement. Et là, on va voir quel lien il y a avec notre orientation et les choix que nous pouvons faire. Orientation professionnelle, du coup. Alors, scolaire ou professionnel, mais orientation, c'est-à-dire en gros vers quoi je me dirige, dans quel métier je me dirige, dans quelles études je me dirige pour aller vers un métier qui va permettre de gagner ma vie. Alors ça, c'est un critère, mais on pourrait se poser la question de qui va me permettre d'être heureux, de m'épanouir, de me réaliser, tu vois. C'est un peu ça l'idée. On va Donc parler là, un on peu. s'adresse aussi bien aux jeunes qui sont en période d'orientation qu'aux adultes en transition professionnelle ou qui se sentent pas forcément bien dans leur métier, qui se demandent pourquoi. Et ça Exactement, permet d'explorer ça. D'accord. exactement, exactement. Tu vas voir, j'ai prévu un petit exemple concret là qui va, je pense, permettre de comprendre justement comment on peut se tromper et sur quoi on s'appuie. Alors voilà, on va regarder. Alors justement, quand on parle d'orientation, euh, on est parfois tiraillé, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, entre la conformité, c'est-à-dire qui est issue de notre éducation, de nos influences, de notre environnement, hein, l'école, le travail, etc., et notre type de personnalité, qui est une source de motivation permanente pour nous. Voilà. Et donc, on a vu qu'il n'y a pas de motivation dans les comportements d'adaptation. Donc, quand on veut être conforme, il n'y a pas beaucoup de motivation, alors que dans d'autres types de personnalités, il y a énormément de motivation. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, en préparant ce podcast, je me suis dit, mais si, il y a quand même une motivation. Parce que si on se conforme, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui nous pousse à nous conformer. Donc, il y a une forme de motivation. On n'est pas simplement à se dire je fais ça parce qu'il faut le faire. Je le fais parce qu'il y a quelque chose qui me porte. Et justement, tu vas voir et vous allez voir qu'il y a un lien entre justement ce phénomène. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ça et comprendre ça? D'une certaine manière, on va dire que quand on cherche à être conforme, quand on se quand on est conforme, quand je dis conforme, pour donner un peu de contexte, c'est on veut faire plaisir à papa, on veut faire plaisir à maman, on veut être le bon élève, on veut être le bon employé, le bon manager, etc. En fait, on cherche à être aimé. Et on essaie de correspondre aux attentes extérieures. Donc, voilà, les attentes, les envies, les attentes des autres. Euh,
Et même si les autres ne sont plus là, en fait, on a intégré à l'intérieur de nous, finalement, cette attente qu'on croit qu'il faut honorer. Ça devient une deuxième nature. C'est comme si on sentait que ça faisait partie de nous, au même titre que notre personnalité, finalement. C'est un peu fondu. C'est exactement ça. Allez, je fais une petite digression, mais à l'époque où j'ai fait une psychothérapie en groupe, je me rappelle d'une personne qui nous racontait que en fait, cette personne avait découvert, avait compris qu'elle était en gros conflit avec sa mère, et qu'une des problématiques qu'elle avait à résoudre, c'était de couper les ponts avec sa mère, en tout cas de se couper de cette relation très négative qu'elle avait avec sa mère. Et donc elle avait décidé de partir à l'autre bout du monde. Alors je sais plus, je crois qu'elle avait été à Tahiti. Je crois que c'est vraiment sur la planète l'opposé. On ne peut pas être plus loin de la France qu'on est à Tahiti. Et elle disait, et donc moi quand j'entends parler, elle était revenue en France, et elle dit, en fait, je peux aller n'importe où, je pourrais même aller sur la Lune. La personne, ma mère qui me pose problème est dans ma tête. Je n'ai plus besoin qu'elle soit à côté de moi, elle est intégrée dans ma tête, et en fait tout ce qu'elle me disait, tous les trucs négatifs qu'elle pouvait dire sur moi, ils sont intégrés dans ma tête, et c'est et en fait c'est à l'intérieur de moi qu'il faut que je trouve le problème. D'une certaine manière, ce dont on est en train de parler, c'est ça. C'est qu'on n'a pas besoin d'être forcément dans un environnement contraint pour continuer de subir la contrainte qui a été introjectée, c'est-à-dire qui a été intégrée dans notre mode de fonctionnement. Voilà, donc ça rejoint ce que tu viens de dire. Hein. Il y a donc une forme de motivation, finalement, à vouloir se conformer à ce que les autres attendent de nous. Et voilà, que ce soit nos parents, société, employeurs, etc. Et donc, du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de faire un petit éclairage de ce qu'on appelle la motivation extrinsèque ou intrinsèque. Alors, je vais faire simple, hein, parce que alors les mots C'est des grands mots, ça. Voilà, les mots paraissent compliqués, alors qu'en fait, c'est très simple. La motivation extrinsèque, c'est la motivation que nous avons à faire les choses sous contrainte. C'est l'histoire donc, il vient de l'extérieur. C'est ça vient de l'extérieur. C'est la carotte ou le bâton. Tu vas faire quelque chose, soit parce qu'on va te promettre une récompense, soit parce qu'on va te promettre une punition. Et donc, du coup, tu finis par le faire. Et bien, d'une certaine manière, on va dire que la conformité, notre adaptation à notre environnement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va agir parce que en fait, notre environnement nous met une certaine pression pour qu'on se comporte d'une certaine manière. Et donc, on aura soit une punition si on ne fait pas ce qu'on nous a demandé de faire, soit une récompense. Et donc, il y a bien de motivation, parce que sinon, on ne le ferait pas. Donc c'est pour ça qu'on parle quand même de motivation, mais on parle d'une motivation extrinsèque parce qu'elle est soumise à quelque chose qui vient de l'extérieur. Et puis, on va parler maintenant de la motivation intrinsèque. Et la motivation intrinsèque, c'est quand on est dans l'autodétermination, c'est-à-dire qu'en fait, on agit en fonction de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on fait des choix qui sont en lien avec nous. Soit parce qu'on se fixe des objectifs, par exemple, soit parce qu'on est simplement dans son propre type de personnalité, et là, on se permet d'être qui on est, et donc on est complètement centré sur nous, et puis on peut aussi avoir du plaisir à faire des activités bien spécifiques. Voilà, et donc pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en gros, la grosse différence qu'il y a entre la motivation liée à notre conformité à l'environnement, c'est une motivation extrinsèque, donc faible, soumise à l'approbation ou la récompense des autres. Et puis il y a la motivation intrinsèque qui est liée à notre type de personnalité, qui là, elle vient vraiment de l'intérieur et qui est un véritable moteur intérieur. Donc c'est vraiment un modèle éducatif, hein, parce que si on regarde comment fonctionne ma fille au collège, là, qui est rentrée en 6e, et on sent qu'ils essayent de... Il y a un côté carotte et bâton qui est quand même super fort. Et je me dis quand même, ils devraient... Et c'est plus compliqué, mais essayer de prendre la motivation des enfants autrement que par la récompense ou la menace. Je dis pas qu'ils font tout ça, hein, mais il y a un petit côté quand même plus fort qu'à l'école primaire, j'ai l'impression, qui est comme ça, quoi. On a des croix ou on a des récompenses. Et entre les deux, on peut juste avoir envie d'apprendre l'histoire ou la géographie. Enfin... C'est exactement ça. En fait, on est tellement dans un système qui est normé comme ça qu'on n'y prête plus attention. Mais en fait, on est énormément soumis à cette pression. Quand on fait des choix d'orientation, la question c'est est-ce qu'on fait des choix, est-ce qu'on hésite entre des choix qui sont liés à la conformité ou des choix qui sont liés à l'autodétermination, tu vois ? Et ben, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille justement regarder la différence, qu'on aille éclairer finalement la différence entre les deux.
Alors, je vais partir. Je me suis dit, finalement, pour expliquer ça, moi, je suis très concerné par ça. Je ne sais pas si toi, Clara, c'est également quelque chose qui t'a parlé, mais moi, vraiment, je me suis super mal orienté au départ parce que justement, je me suis appuyé sur des repères qui finalement n'étaient pas des repères qui étaient liés à moi, mais qui étaient liés à une sorte de contexte externe qui a fait que j'ai cru que c'est ça qui m'intéressait. Donc, allez, je rentre un peu plus dans le détail. Quand on est à l'aise avec une matière, tu vois, on est à l'aise, c'est facile pour soi. Hein, par exemple, je me dis, bah moi, je sais pas, je suis super bon, je suis super bon en histoire, et puis, bah du coup, je vais faire des études d'histoire. Je suis super bon en philo, alors je vais faire des études de philo, d'accord. D'une certaine manière, on se dit, bah puisque j'aime ça, bah du coup, je vais faire le métier qui découle de ça. En fait, ça paraît assez évident de faire ça. Si je suis bon en maths, bah, finalement, et que c'est facile pour moi, je vais faire une école d'ingénieur, je vais réussir puisque je suis bon en maths, mes parents vont être très contents. Et donc, la question, c'est est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai le sourire tous les matins en allant travailler? Parce que c'est ça la question. Oui, moi c'est pareil à l'inverse, hein. J'étais bonne en lettres, j'étais une littéraire. Alors ça y est, on m'a mis l'étiquette littéraire. Dans la famille, on n'a pas la bosse des maths et du coup ça t'oriente. Et bon, au final, les chemins ont fait que je suis retombée sur mes pattes. Mais oui, je vois très bien ce côté-là lié à une matière et à des croyances sur les matières littéraires ou scientifiques. Absolument, absolument. Et alors là, on a plein de croyances et on est dans un environnement qui va nous mettre plein d'étiquettes, ça c'est clair. Euh, alors, si je reprends mon exemple, parce que c'est ça, si finalement je suis heureux en allant travailler, ça signifie que le métier d'ingénieur correspond à qui je suis. Mais en revanche, si je ne suis pas heureux, ça veut dire que j'étais peut-être très bon et j'ai peut-être pris du plaisir à faire des études en maths et des écoles d'ingénieur. C'est-à-dire que ma compétence pour faire des études et puis n'est pas en lien avec le métier que je vais faire, avec l'activité que je vais avoir au quotidien. Et ça va me poser un problème. Donc, allez, je vous ai dit que j'allais partir de mon cas personnel. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour moi et finalement les ressorts qui ont fait que je suis parti dans cette direction. Donc, moi, je suis assez fort en maths. Et quand j'étais petit, j'étais également le bricoleur de la maison. Voilà. Alors, si je commence par les maths, d'une certaine manière, je vais m'orienter de façon assez logiquement vers une première E. Donc, je fais troisième, etc. Puis en troisième, il faut choisir. Donc, je pars sur une seconde technique et je m'oriente vers une première E. C'est-à-dire que c'est alors, ça n'existe plus cette filière, je ne sais pas comment elle s'appelle aujourd'hui. Mais à l'époque où je fais ça, en fait, c'est une filière où en fait, on fait les mêmes maths que C. Alors maintenant, ça s'appelle S, je crois. Mais en plus, on travaille sur des machines-outils. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je suis bon en maths et j'aime bricoler. Donc, je regarde un peu ce qui est présenté dans l'orientation et je me dis, bah, ça, c'est exactement ce que je sais faire facilement, quoi. Ça semble logique. Ça semble très logique. Et en fait, une fois que je suis dans cette orientation, où en fait, voilà, je vais aller vers ça, bah, je me rends compte que je ne suis pas très heureux. En fait, je ne m'éclate pas en maths, je ne m'éclate pas en cours de maths, parce que les maths deviennent de plus en plus théoriques. Et en fait, je me perçois que là, je prends de moins en moins de plaisir. Je ne m'éclate absolument pas sur les machines-outils, alors que a priori, j'adorais manier, tu vois, les perceuses, les machins, les scies, les trucs, tout ça. Et là, je m'ennuie parce qu'en fait, on passe des heures à voir comment on fait pour régler au millimètre près tel truc et tel machin. En fait, ça me gonfle, mais vraiment. Et ensuite, je découvre aussi que les conversations avec mes camarades en classe, là, m'ennuient profondément. C'est-à-dire que je me dis, mais en fait, je vais passer ma vie avec eux. Enfin, oui, parce qu'ils font les mêmes études que moi, donc ça va être mes collègues, mes futurs collègues, quoi. Alors, ça sera peut-être pas eux, mais ça sera ceux qui sont issus du même cursus que moi. Et en fait, les conversations m'ennuient profondément. Je me dis, mais comment j'ai pu me tromper à ce point-là? Comment j'ai pu m'orienter vers ça, alors qu'a priori, j'étais bon en maths et que j'aimais la technique, le bricolage? Eh bien, j'ai pris un peu de recul pour essayer de comprendre. Euh, En fait, si on prend les maths, pour commencer, euh, je me rappelle très très bien des premiers cours que j'ai pris quand j'étais en CP, où je voyais la maîtresse qui sortait le matériel de maths, parce qu'à l'époque, on apprenait avec des cubes, avec des barrettes, avec des trucs, etc., des barrettes colorées. Et chaque barrette avait une longueur différente, il y avait plus ou moins de valeurs, 7, 5, 4, etc. Et moi, je me rappelle, mais l'excitation,
mais une vraie excitation, une jubilation intérieure quand la maîtresse sortait le matériel et qu'on allait faire des maths. Je ne peux pas t'expliquer le plaisir que j'avais à ce moment-là. Et, mais en fait, je crois que je n'ai pas compris à l'époque ce qui me donnait du plaisir. Évidemment, j'ai associé ça aux maths, alors qu'en fait, je pense que ce n'était pas les maths qui me donnaient du plaisir. En fait, j'aimais manier les barrettes, j'aimais manier les concepts, j'aimais associer, j'aimais cumuler, diviser, trouver surtout la logique sous-jacente. C'est-à-dire comment ça marche le système des barrettes là. Comment ça marche cette histoire de je retire, je soustrais, je multiplie, je divise, tu vois. En fait, j'avais du plaisir à faire ça. Et c'est ça qui me donne du plaisir. Et donc, c'est une partie des choses qui sont comprises dans les mathématiques, mais que tu peux retrouver ailleurs, finalement. Absolument. Absolument. En fait, quand je me suis retrouvé à faire des maths beaucoup plus approfondies, comme c'était en première, là, je n'avais plus de plaisir. Tu vois. Et donc, je me suis dit, quand j'ai créé l'algorithme qui permet de calculer les profils de personnalité comme Colors, j'ai pris un plaisir immense. Mais immense. Alors, je ne vais pas raconter comment j'ai fait, mais je me suis isolé pendant plusieurs jours. Je me souviens, j'étais dans la maison de campagne, il y avait ma maman qui était là, et donc je me suis mis dans une pièce et je descendais juste pour prendre le petit déjeuner, le déjeuner, le soir, j'arrêtais et puis on papotait, mais je bossais comme un fou. J'ai vécu à peu près la même excitation intellectuelle que celle que j'avais quand j'étais en CP. C'est-à-dire qu'en gros, je cherchais la logique du système et comment je pouvais réussir, à partir des données que j'avais, à trouver l'algorithme qui permettait de trouver le bon profil de personnalité. Tu vois ? C'est marrant, ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser au documentaire sur Orelsan et à la façon dont il s'isole par moment pour construire son album et qui met en lien ces fiches-là et ces trucs. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Je te remercie, je n'avais pas fait le lien. Alors qu'on est sur lui des mots et toi plutôt des concepts, des choses comme ça, enfin... quelque chose d'ordre mathématique et lui plus littéraire pour le coup. C'est ça, exactement. Mais écoute, merci parce que tu vois, j'avais pas fait le lien, mais c'est exactement ça. Je me rappelle du moment où j'ai posé tous mes documents et j'en avais partout. J'avais une pièce entière remplie de documents, des fichiers, des machins. Et j'ai commencé à chercher comment j'allais associer tout ça, tu vois. Et donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le même processus. Et maintenant, si je reprends le bricolage, là on est parti sur les maths, mais si je reprends le bricolage, en fait, dans ma famille, mon père n'était pas très bricoleur et mes frères non plus. Mais en revanche, on avait une grande maison et ça manquait pas de trucs à réparer, de trucs à installer, à poser une tablette, à réparer les toilettes qui étaient coincées, etc. etc. Et, et en fait, moi, je faisais ça assez facilement. C'est-à-dire que je réparais, en fait, je me suis mis à réparer les trucs dans la maison. Et évidemment, ma mère, qui était très 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 contente que quelqu'un veuille bien réparer tout ça, parce que voilà, elle voyait bien qu'il y a des trucs qui n'allaient pas, mais que ça ne se faisait pas. Elle m'a énormément valorisé pour, tu vois, en analyse transactionnelle, on dirait qu'elle me donnait énormément de signes de reconnaissance. C'est-à-dire qu'elle était très, comment dire, voilà, elle me valorisait énormément. À tel point qu'à Noël, j'ai demandé une caisse à outils. J'ai demandé à ce que, pour mon cadeau de Noël, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça, 12-13 ans, vraiment, j'étais encore très jeune. J'ai demandé une caisse à outils, donc j'ai une belle caisse à outils avec des outils dedans, tu vois. Et donc, en fait, j'étais tellement valorisé à faire ça que même moi, je me disais, mais en fait, c'est ça qu'il me faut, quoi. Il me faut des bons outils pour travailler, etc. T'as intégré avec quelque chose de positif, finalement. Oui, exactement. Par le positif, tu as intégré ça comme faisant partie de toi. Mais c'était comme on est comme avec les mathématiques là. Du coup, c'est une matière. Enfin, c'est le bricolage. C'est pas ce qu'il y a dessous. C'est ça. Et en fait, moi, je me sentais aimé quand je bricolais. Tu vois. Et donc, là, si on revient à la motivation extrinsèque, j'étais donc valorisé. Donc, alors même, est-ce que j'aimais vraiment ça ou pas? C'est pas la question. En tout cas, qu'est-ce que j'avais comme gratification? Donc, du coup, tu vois, si on parle de la carotte et du bâton, là, la carotte, elle était superbe. Elle était magnifique, elle était positive, elle était valorisée, tu vois, c'était même pas je te donnerai une récompense si, mais en tout cas, à chaque fois que je bricolais, j'avais la récompense, quoi. Félicitations, ouais, mais encouragement. A priori, on peut se demander, dans ce cadre-là, surtout, du coup, où est le problème? Si tu es valorisé pour quelque chose que tu aimes bien... Ben oui. Eh ben oui, où est le problème? Exactement.
Ben justement, j'ai essayé de comprendre pourquoi je me suis retrouvé en première et que je n'étais pas motivé à travailler sur des machines, alors que j'avais été motivé, valorisé à fond. Ben en fait, je me suis aperçu, avec le recul, j'ai compris que ce n'était pas les maths qui me donnaient du plaisir, c'était de trouver la logique sous-jacente. Résoudre une équation, résoudre un problème, trouver la logique des choses. En fait, c'est ça. Donc, tu vois, quand j'élabore l'algorithme comme Connors, je cherche la logique. Je cherche à comprendre le système qui est sous-jacent. Et les mathématiques, finalement, te donnent des clés. Et évidemment, l'algorithme, je l'ai construit aussi parce que je suis à l'aise avec les maths, évidemment. Mais pas dans des niveaux de fou, quoi. Tu vois, des maths simples, des maths de logique, voilà, tout simplement. Et pour le bricolage, c'est la même chose. Finalement, je me suis aperçu que, tu vois, quand j'étais plus jeune, tous les copains, mes frères, mes copains venaient amener leur vélo en disant « Ah, mais j'ai un pneu de crevé » ou « J'ai les freins qui marchent plus ». Et moi, je réparais. Et en fait, c'est pas le bricolage qui me donnait du plaisir. C'était de voir quel était le problème. Pourquoi les freins ne marchaient plus? Où était la crevaison? Etc. Tu vois, pourquoi la roue était voilée? Ce qui m'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce qu'il y avait, où était le problème, et qu'est-ce qu'il fallait faire pour le résoudre. C'était de comprendre finalement où se situe le problème. Et de trouver le moyen, tu vois, de sortir et de trouver la solution. Mais en fait, je me suis aperçu que mettre en place la solution, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que mon esprit est excité par être face à un problème, de trouver la solution, mais refaire X fois la solution me gonfle, quoi. Tu vois, je ne vais pas prendre de plaisir, là. Et donc, du coup, tu vois, je me trompe complètement de diagnostic sur mon orientation. Et je fais référence, tu vois, à ce que j'appellerais la motivation extrinsèque. C'est en gros des bénéfices que j'ai obtenus qui étaient complètement décalés par rapport à ma vraie motivation. Et donc, Oui, c'est important ça. C'est parce que finalement, c'est quand tu as exploré les modèles de personnalité que tu as pu te rendre compte de ce qui était sous-jacent et du coup d'opérer une réorientation. C'est ça, c'est ça. En fait, je m'oriente parce que je suis en maths, je m'oriente parce que je suis bricoleur, alors qu'en fait, c'est pas ça qui me motive. Et tu as tout à fait raison. En fait, je n'avais pas le sourire, tu vois, quand je suis rentré dans des mathématiques plus complexes. J'avais pas le sourire non plus quand je bricolais. J'avais pas le. Pourtant, j'étais bon, tu vois. Mais ça me donnait plus de plaisir. Et en fait, c'est ça. Tu as tout à fait compris ce qui est derrière. C'est que, en fait, allez, quand j'ai compris mon type de personnalité, donc de type vert, je me suis aperçu que moi, je suis quelqu'un qui observait énormément. Tu vois, quand je suis face à un problème, je passe déjà beaucoup de temps à rien dire et à observer le problème. Et ça, c'est une qualité naturelle du type vert. Ensuite, tu vois, quand j'ai besoin comment dire, quand je suis face à un problème, j'ai besoin de voir l'ensemble du système pour voir émerger la solution. Et ça, nous, c'est une qualité du type vert. C'est exactement ce que tu disais avec Aurel San. Tu vois, il va passer plein de temps dans sa cabane au fond du jardin, là, tranquille, tout seul. Et c'est à ce moment-là qu'il voit émerger les connexions entre les différentes notes qu'il a prises pendant un an. Il relit ses notes, il regarde un second, paf, il voit le truc émerger. Et ben, moi, je fonctionne aussi comme ça. Tous les types verts, finalement, fonctionnent comme ça. Sauf que si vous ne faites pas ça, vous les types verts enfermés dans une cabane ou cachés du monde, finalement, ce n'est pas une activité qui est jugée très valorisante en société parce qu'on a l'impression que vous ne faites rien à ce moment-là. Exactement. Donc ça aide pas à aller vers ce qui est bon pour nous finalement. Exactement. En fait, le truc, c'est que on ne voit pas, et là je vais te dire, je vais généraliser à tous les types de personnalités, on ne voit pas ses aptitudes naturelles. On ne voit pas le truc qu'on fait naturellement parce qu'on est comme ça et on lui apporte aucune attention particulière, aucune valorisation particulière. Parce qu'on est comme ça, donc on n'y fait pas attention. Et on ne sait pas finalement que c'est un point fort. On ne sait pas que c'est un point fort à tel point que parfois on peut nous reprocher, de nous le reprocher comme un défaut. Enfin, exactement. Pour les types verts, on a l'impression qu'ils font rien à ce moment-là. Les types orange, dont je suis, entrent en lien assez facilement avec les gens et on peut parfois nous regarder comme des bêtes bizarres pour cette raison-là. Donc, enfin voilà. Alors que c'est justement là nos points forts. Enfin. Exactement. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, ce que je sais faire naturellement,
Moi, si je reprends mon exemple, c'est voir les systèmes, c'est identifier les types de personnalités, c'est faire la différence entre les comportements qui sont liés à un type de personnalité ou qui ne le sont pas. C'est aider quelqu'un à y voir plus clair sur son fonctionnement, tu vois, c'est l'aider à trouver son type de personnalité. Donc, de faire émerger chez l'autre, finalement, aider la personne à se révéler à elle-même, quoi. Ça ne me demande aucun effort. Ça ne me demande... je m'éclate, tu vois, je fais ça facilement, je suis passionné, j'ai du plaisir. Et en plus, et tu vois, c'est là qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'aptitude naturelle ou le talent. C'est le talent dans le côté positif, c'est en gros, tu as l'impression de ne pas travailler, quoi. Tu n'as même pas l'impression de faire des efforts, tu n'as même pas l'impression que c'est tellement naturel, ça vient tellement tout seul que voilà, tu as presque du mal à y accorder de l'importance. Et bien ça, pour moi, tu vois, quand on est à ce niveau-là, on est exactement dans, le, dans son type de personnalité et donc dans la motivation intrinsèque. Et quand on parle d'orientation, je crois que c'est pour moi vraiment ça le plus important. Est-ce que le métier que je vais choisir est un métier qui est lié à qui je suis? Est-ce que je vais pouvoir être moi-même dans ce que je fais? Ou est-ce que je vais être à la peine? Tu vois? Et ça, pour moi, c'est la question de fond. Et ça, peu importe effectivement, justement la matière ou le métier, etc. Enfin, il y a des métiers qui peuvent s'adapter à plein de types de personnalités. Donc du coup, on peut être, je sais pas moi, boulanger de plusieurs manières. Et ce qui Exactement. compte, c'est vérifier que le métier va pouvoir être pratiqué dans des conditions qui vont avec notre type de personnalité. Exactement. Exactement. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que de plus en plus, quand on parle d'orientation, moi, je suis très embêté quand on parle de compétences, parce que la compétence, finalement, tout le monde peut l'acquérir. Alors, évidemment, si tu n'aimes pas les maths, ça va être compliqué d'aller sur un métier où on ne parle que de maths, on est bien d'accord. Mais d'une certaine manière, à partir du moment où tu as une base suffisante, la question c'est, est-ce que l'environnement dans lequel tu vas vivre va te permettre d'être toi, tu vois? Est-ce que tu vas pouvoir développer ton potentiel, être qui tu es très naturellement? Et c'est pour moi ça l'essentiel. Tu vois, c'est pour moi la clé. Je fais une petite digression, mais c'est vraiment intéressant. Là, je vais accompagner une commerciale. Une entreprise que je connais depuis longtemps, me dit, tiens, est-ce que tu voudrais bien accompagner une commerciale? Et on part sur une formation de 14 heures. Moi, je ne vais pas faire 14 heures d'affilée. Je vais faire plein de petits bouts, tu vois, d'une heure et demie ou 2 heures. Et la première chose qu'on va commencer par faire, c'est quel est son type de personnalité. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'aurai compris son type de personnalité et qu'elle l'aura identifié, on va regarder comment elle peut mettre en place des ventes qui sont en connexion avec son type de personnalité. C'est comment est-ce qu'elle va pouvoir faire ce métier complètement en accord avec elle-même. Parce que si elle fait ça, je le sais parce que on a mesuré, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on a mesuré sur plein d'équipes de vente, si elle fait ça, mais les résultats qu'elle va obtenir sont beaucoup plus importants que si je lui apprends la méthode et que je lui demande de se conformer à la méthode de vente ou technique de vente telle que c'est appris dans les écoles, tu vois. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Et donc c'est ça l'idée de l'orientation. Est-ce que vous pouvez être vous-même? Voilà. Je pense que quand on arrive à ça, alors on arrive vraiment dans une orientation qui va vraiment nous permettre de nous épanouir. Mais c'est vrai que c'est pas facile à démêler entre ce qu'on nous a inculqué avec notre éducation, ce qui a été valorisé et qu'on a intégré. Enfin, faut débroussailler pas mal de choses et du coup aussi revenir sur des croyances qu'on a sur nous-mêmes. Et c'est pas forcément une démarche évidente. On est Voilà, d'accord. c'est. On est d'accord. Et du coup, je pense que vraiment la clé, c'est d'arriver à aider les gens à démêler justement ce qui est de comportement appris, de compétences, pourquoi pas naturel, mais ce qui va te permettre de t'épanouir, quoi. Ça, pour moi, c'est la clé. Du coup, tu vois, en écoutant ça, je me dis, allez, prochain épisode et prochain thème qu'on va aborder, c'est justement quand on est accompagné. Parce que vous avez des coachs, la plupart des coachs maintenant utilisent des outils de personnalité. Est-ce que quand ils vous accompagnent, ils vous permettent d'être vous, ou est-ce qu'ils renforcent la conformité? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous poussent à être un peu plus conforme, à vous appuyer sur tout ce que vous avez développé pour vous adapter à votre environnement, pour vous épanouir? Voilà un sujet intéressant parce que tu vois, on n'est pas sur l'orientation, mais
allez, on va dire que les coachs sont souvent utilisés sur les transitions professionnelles, sur les changements professionnels. Et en fait, quels outils ils utilisent et comment ils l'utilisent. Allez, je pense Ouais, que ça pourrait être vraiment très ça va. intéressant de voir la méthodologie utilisée à ce Ouais, moment-là. ouais, je suis d'accord. J'ai vécu un parcours de coaching comme ça, pas forcément lié, pas du tout lié à Comme Colors, donc je pourrais donner des exemples. Ah, ben voilà. Super. Eh ben, merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode. Et puis, on se retrouve prochain épisode. Maintenant, vous avez compris le thème qu'on va aborder. Donc, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt. À bientôt.